Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un book haul et c'est le book haul du mois de juillet et du mois d'août, oui. Parce qu'au mois de juillet, je n'avais acheté que un ou deux livres, j'avais été très sage et je me suis dit que je n'allais pas faire une vidéo juste pour deux livres. Par contre, au mois d'août, j'ai un peu plus craqué. Du coup, vous allez retrouver un peu de tout, hein, comme d'habitude, du fantastique, du contemporain, un petit peu de thriller, un petit peu de science-fiction, un petit peu de pirate. Bon, commençons. C'est le dernier que j'ai acheté. C'est vraiment le tout dernier que j'ai acheté. J'étais partie acheter des livres pour faire un cadeau pour ma tante. Je suis tombée dessus. Je connais bien l'autrice, même si je n'ai jamais lu aucun de ses livres, je pense, mais je les ai dans ma bibliothèque. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment tentée par le résumé. Il est tout petit. C'est Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton aux éditions Castelmore. Voilà. Et ici, je vais vous donner le résumé à chaque fois comme je fais, comme ça vous avez une petite idée. Du coup, en cette fin de XXIe siècle, la loi des dates de naissance régit l'accès au métier. Né en janvier, vous avez accès au métier de vos rêves. Acteur, chanteur, tout est possible. Né en décembre, préparez-vous à racler le fond de l'océan et à plonger les mains dans les algues gluantes. Minoa et Silney sont sœurs jumelles nées à quelques minutes d'intervalle la nuit du 31 décembre. La première à 23h58 et la seconde à minuit 17. La tyrannie des dates de naissance leur promet des destins radicalement différents, mais cela ne les empêchera pas d'unir leurs forces pour combattre l'injustice et l'ordre établi, aidés par Cléano, le chanteur rebelle d'un groupe de rock. Il a eu plusieurs prix, 4 prix. Donc voilà, il est petit, il ne fait même pas 255, oui, il fait 255 pages max. L'écriture, enfin, ça a l'air très aéré, donc je pense que c'est un livre qui peut vite se lire. Donc ça donne envie, avec les dates comme ça, ça a vraiment un système particulier, donc on verra ce que ça donne. Alors ensuite, j'avais acheté, ça c'était au mois de juillet, j'étais partie faire quelques courses chez Cora et je suis passée dans les livres et j'ai vu ce petit livre. Cachemire rouge de Christiana Moreau aux éditions Le Livre de Poche. C'est encore un petit livre, donc c'est sympa à caser. Moi qui ai un peu du mal avec... Bon là c'est moins contemporain, du coup c'est plus post-apo, je dirais. Euh, Moi qui ai un peu de mal avec les contemporains, des petits comme ça peut passer quoi. Donc, mais ça avait l'air beau, l'histoire avait l'air belle et on avait l'air de voyager. Alors, Alessandra est fière de la qualité des pulls et étoffes qu'elle vend dans sa boutique de Florence. Déjà, on est en Italie. Une fois par an, elle va s'approvisionner en Asie. Donc, on voyage. Une fois, jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire. Je n'arrive pas à parler, dis donc. Jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, Bolorma. Bolorma. Dans les steppes de Mongolie, donc là on voit Mongolie, celle-ci mène une existence nomade avec sa famille en communion avec la nature. Mais lorsqu'un hiver glacial décime leur troupeau de chèvres, elle doit partir travailler à l'usine en Chine. C'est là qu'elle rencontre Xiaoli. Bientôt, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur, les deux amis font le choix du départ. De l'Asie à l'Europe, à bord du transsibérien et jusqu'en Italie, elles braveront tous les dangers pour prendre leur destinée en main et tenter de réaliser leurs rêves. Là aussi, donc tout petit, et ça avait l'air intéressant. Et regardez, on a une carte de leur... je n'avais pas fait attention, de leur voyage. C'est cool. On a rarement ça dans les contemporains et il fait même pas 230 pages. Voilà. Et écoutez, c'est écrit assez grand, je trouve, pour un livre de poche. Donc là aussi, ça promet de voyager, c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'étais attirée par ce récit. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi évidemment en commentaire les livres qui vous tentent, que vous aimeriez aussi peut-être lire, par lesquels vous êtes attirés, ou encore ceux que vous avez achetés. Hein, c'est une vidéo de partage, évidemment, c'est pas juste pour vous montrer, ah bah tiens, j'ai acheté ça. Voilà. Non, ça c'est pas... Non, c'est pour vous donner des idées, pour voir si vous aussi, vous aimez ce style, si vous avez envie de voyager dans vos lectures. J'ai envie de partager avec vous, c'est
le but de cette chaîne, hein, d'accord? Du coup, ici c'est un dictionnaire, oui. J'aime beaucoup les dictionnaires, les atlas, les encyclopédies, je suis fan. Je suis fan de tout ça, surtout quand c'est pour apprendre. Et ici donc on se retrouve avec le dictionnaire de l'impossible qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps parce que j'aime pas mal ce que fait Didier Van Cauwelaert, comprendre enfin ce qui nous dépasse. Et donc ici on se retrouve avec des... Voilà, les techniciens du miracle. Et on nous explique un petit peu entre la science et le fantastique finalement, avec des guérisons miracles, voilà. Et puis bon, c'est assez, par contre là, c'est pas très aéré. Il faut tout lire d'un coup, mais ça peut être des longs chapitres, mais il y a de tout. Je sais pas comment vous dire. Écrire le futur. Et vous avez des... Il prend des... Didier Van Cauwelaert prend des informations qu'il a eues et des expériences et en fait il construit tout ça. Donc voilà, un poussin qui attire un robot vers lui par la puissance de sa pensée. Un arbre qui se déplace tout seul. Une héroïne de la résistance apparaissant dans le métro tandis que la Gestapo la torture. Un enfant se sent soudain d'être aveugle alors qu'elle est née sans pupille. Un romancier qui écrit mot pour mot l'enlèvement de sa fille tel qu'il se produira 2 jours plus tard. Tout cela est impossible a priori et pourtant. Donc voilà, c'est des situations un peu impensables qui nous amènent à réfléchir. Donc dictionnaire de l'impossible. Voilà, les 4 morts de Padre Pio, là aussi, donc on a encore quelque chose voilà. Mais j'ai envie, le puzzle de la passion, donc on est dans un ordre alphabétique, hein, c'est un dictionnaire. Mais moi, ça me tente, quoi. Ça me tente de savoir tout ça. Bon, il y a des choses assez sérieuses, hein, voilà. Andouille, première injure proférée depuis l'au-delà. Mais qu'est-ce que ça raconte? Je n'en sais rien. Alors, il en a sorti un deuxième. Mais bon, je vais d'abord lire celui-ci et plus tard, je me procurerai le deuxième. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée aussi d'autres lectures, quoi, qui sont plus informatives. Parce que là, on est dans l'information. Pour continuer, on va dans le développement personnel et ici j'ai pris La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Je ne l'avais pas, j'ai la maîtrise de l'amour et j'ai le premier, les 4 accords Toltec, et je n'avais pas celui-ci. Petit livre également, mais petit livre très très intéressant évidemment. À chaque fois il fait des résumés à la fin de chaque chapitre, c'est génial, je vais essayer de vous montrer. Ou alors des points à méditer en fait sur ce qui vient d'être abordé. Et voilà, vous voyez, il reprend point par point. Donc là, c'est vraiment le livre, moi, où je vais pouvoir aller mettre du fluo et voilà. Donc c'est basé sur la sagesse Toltec. Donc je vous invite à aller vous renseigner si vous avez envie. Mais voilà, j'ai tous envie de les avoir, mais je préfère les lire et pas que ça reste là. Et puis voilà. Alors ensuite on passe à, je pense que c'est de la fantaisie pure et dure et ça fait tellement longtemps que j'avais envie de me le prendre celui-là. C'est Véridienne de Chloé Chevalier aux éditions Helios. J'aime beaucoup la couverture, elle est très simple mais je l'aime beaucoup, elle est très glossy. Ici c'est écrit très petit. Bon alors ici c'est une lettre hein, mais quand bien même c'est écrit petit je trouve. Moi, je vais vous montrer. Voilà. Mais bon, ça a l'air sympa. Il y a des lettres apparemment, des échanges de lettres, mais je sais que c'est vraiment de la pure fantaisie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Véridienne. Alors, au bord de l'implosion, le royaume de Demi-Loup oscille dangereusement entre l'épidémie foudroyante qui le ravage, la preste mort, les prémices d'une guerre civile et l'apparente indifférence de son roi. Les princesses Malvan et Calvina, insouciantes des menaces qui pèsent sur le monde qui les entoure, grandissent dans la plupart complète indolence auprès de leurs suivantes. Les suivantes sont nées un jour plus tard que les futures souveraines auxquelles une règle stricte les attache pour leur existence entière. Les suivantes auraient dû être 2. Elles sont 3. Et que songer de la réapparition inopinée du prince héritier Aldemort qu'une guerre lointaine avait emporté bien des années auparavant. Avec lui, une effroyable réalité rattrape le château de Véridienne et le temps arrive pour les suivantes et leurs princesses d'apprendre quels devoirs sont les leurs.
C'est un premier tome, hein. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 tomes pour ça, mais c'est de la fantaisie pure et dure. On est dans un royaume, il se passe voilà, des choses, des guerres. Quel est le rôle des suivantes? C'était intéressant, le fait qu'elle soit née à un jour de décalage. Pourquoi? Voilà, ça semblait très intéressant. Et enfin, là, j'étais très contente de tomber dessus chez Cultura, le second tome de Babel Corp. Si vous avez regardé mes vidéos, point lecture, vous savez à quel point j'ai kiffé. C'était un 5 sur 5 pour moi. Le premier, c'était Genesis. J'ai adoré ce bouquin. Et là, il y a la suite. J'ai hâte de le mettre quelque part, de le caser quelque part pour pouvoir le lire. Ici, c'est Eden. On est sur la planète Eden et c'est de Scott Reintgen aux éditions Milan. J'adore cette couverture un peu flashy comme ça, rose, bleu, noir, c'est magnifique. C'est écrit assez grand, même très grand, très aéré. Et les pages avaient filé. J'avais adoré. C'était un genre le premier, c'était un genre de Hunger Games en fait. Donc ici, je vais pas pouvoir vous lire le 2, mais on se retrouve en fait avec plusieurs ados en fait qui montent à bord d'un vaisseau spatial et à l'intérieur du vaisseau spatial directement, dès qu'ils entament leur voyage vers une planète, on les entraîne en fait, on fait des compétitions entre eux pour voir qui est le meilleur et ils doivent à chaque fois monter dans les scores en fait. Et évidemment, celui qui arrive gagne une prime. Alors, je résume vraiment grosso modo, il faudrait vraiment aller voir mon point lecture sur le premier tome, mais voilà, et donc on suit plusieurs ados qui, pour une raison ou une autre, sont là parce qu'ils ont besoin d'argent, et en fait, on les entraîne aussi à creuser d'une façon bien déterminée pour aller chercher une substance. Je ne sais plus exactement c'est laquelle. Moi-même, je dois refaire un petit récap en allant voir ma vidéo. Mais c'était génial. J'avoue que j'ai adoré. La fin était un vrai cliffhanger. On terminait sur un cliffhanger. Donc voilà. On continue l'aventure, hein. Voilà, mais n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Si j'y pense, j'essaierai de la retrouver et de la mettre en barre d'infos pour vous, pour que ce soit plus facile. Alors, je suis passée avec un ami dans un magasin de seconde main de livres où j'ai été donner des livres, revendre quelques livres, et j'en ai pris un. Et j'ai pris le même pour lui parce qu'il y était et je savais, il était en double et je savais qu'il aimerait bien ce genre d'histoire. C'est La République des pirates de Jean-Marie Quéméner aux éditions Plomb. C'est les aventures de Yann Kervadec, marin breton. J'adore les histoires de pirates. Je kiffe ça. Vraiment. Ici, donc, c'est un grand livre. C'est écrit, je vais pas dire petit. C'est pas très aéré, mais voilà, ça doit pas être un livre récent. Je n'en sais rien, en fait. Je vais aller regarder. Quand il a été écrit, ce livre, quand il a été édité. 2019, ah ben non, il est vraiment tout frais celui-là. Enfin voilà, moi quand c'est pirate, voilà, c'est juste, on y va. Alors ici, il fait combien lui de pages? Oh, il fait une 300, c'est pas beaucoup, hein. 316 pages, donc c'est nickel. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Providence, Nassau, les Antilles. Yann Kervadec et son drôle d'équipage débarquent au beau milieu de cette république des pirates. Une île régie par les gens de fortune qui y appliquent leurs règles égalitaires mais sanglantes entre abordage, rhum, duel et partage de butin. Moi, quand je vois le mot butin, je sais pas, rhum, duel, déjà rien que pirate, les Antilles, Nassau, voilà, moi ça me fait déjà rêver. Barbe Noire, Jack Calico Rackham, Charles Vanet et leurs hommes règnent en maîtres sous la menace d'une Angleterre qui veut leur reprendre son bien. Yann deviendra malgré lui l'un d'entre eux. Aidé par 2 farouches femmes pirates travesties en hommes, ça c'est cool aussi, d'un acolyte irlandais maître artificier et médecin, shakespearien quand il a bu, et d'un géant noir tenancier du Jolly, taverne et maison close, il va se lancer dans la course contre la marine anglaise malgré l'espagnol pour la survie de la communauté des hommes libres et pour les yeux doux de Médeline qu'il a arrachés aux esclavagistes.
Sous l'étrave de son navire, le trésor de Morgane, l'amour, les combats, la puissante magie africaine des esclaves, les ouragans et une famille de gueux des mers qu'il mènera au bout du monde et d'eux-mêmes. Une lutte à frères et à sang. Moi, ça m'emballe de fou. Mais bon, voilà, encore une fois, il faut kiffer le monde des pirates et tout ce qui tourne autour un peu des royaumes, de l'Angleterre, voilà. Hein, voilà. Mais oh, j'ai hâte. Et normalement, on va faire une lecture commune avec mon ami, vu que je lui ai offert, c'est un cadeau de pré-anniversaire. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. On continue. Je me demande juste où je vais les caser clairement, mais bon, ce n'est rien, c'est toujours la même question. Après, on va passer à quelque chose d'un peu plus fantastique. Et il me tentait depuis longtemps, et là, je me suis décidée à le prendre. C'est Fleur d'Oko. Oui, déjà, rien que la couverture, on bave. C'est de Laetitia Danaé. Laetitia Danaé fait de très beaux livres, en fait. Elle part sur différentes cultures, et c'est juste génial. Il y a Rosen, qui est une duologie où c'est du fantastique oriental. On a également Initié, voilà, là c'est une trilogie, et puis on a ici Fleur d'Oko qui est un premier tome. Alors donc c'est aux éditions, je ne l'ai pas dit, Snag Fiction, voilà. C'est un gros livre, mais clairement très aéré. Et quand je dis gros, en fait c'est... Ça va, hein. C'est pas un gros bébé, je vous ai pas encore montré de gros bébé, vraiment, c'est le premier. Ici, il fait 417 pages, donc voilà, comme ça vous savez. Alors, au niveau du résumé, à Sangaré, la magie réservée aux hommes se déploie en de multiples couleurs. Déjà, rien que cette phrase-là, moi je suis contente. Mais petite, Oko est spéciale, elle parle le langage des fleurs. Ça y est, ils m'ont eu. Lorsque le murmure des griottes annonce la venue du puissant Sumaoro, envoûteur du royaume en quête d'un aspirant prêt à lui succéder, Oko prend sa décision. Elle quitte tout pour assouvir son besoin d'aventure et de reconnaissance. Alors qu'aux portes de la capitale, la brousse menace d'étendre son fléau, dans les dédales du palais d'ivoire, Oko découvre un tout autre monde. Celui de la magie, telle qu'elle ne l'a jamais expérimentée, mais aussi les intrigues de la cour, les ruses et les coups bas. À qui peut-elle se fier? Qui redouter? Tant de questions, si peu de réponses. La concurrence est rude et les embûches parsèment le chemin de la jeune aspirante. Et à travers ces épreuves, petite Oko deviendra grande. Entre sorcellerie, envoûtement et brousse mystérieuse, Fleur d'Oko nous emporte au cœur de la magie rouge. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris un troisième tome quand même. Je n'ai pas pris que des débuts de tomes ou juste des... Quoique Babel Corp, c'est un deuxième, hein, donc voilà. Les Pirates, c'est un one-shot. Aussi libre qu'un rêve, c'est des one-shot, oui. Donc ici, c'est un tome 3 parce que je me suis régalée avec les deux premiers. C'est Ivy Wild, le tome 3, SOS Fantôme en détresse de Hélène Harper. Et c'est aux éditions MXM Bookmark, dans la section Urban Fantasy. C'est pas très grand comme livre, je veux dire, c'est pas des gros livres. C'est écrit super aéré, il y a plein de conversations. Et il fait 311 pages. Et alors, à chaque début de chapitre, on a toujours ce petit chapeau de sorcière. C'est trop mignon. Et puis, regardez comme c'est aéré. Donc, franchement, si vous voulez de l'humour avec de la sorcellerie, de la magie, allez-y. C'est une petite saga que je vous conseille. Alors, c'est une trilogie et il y a une édition spéciale pour Noël. Peut-être que d'ici là, je l'aurai acheté. Peut-être que je le lirai dans l'occasion en hiver, voilà, pour être un peu dans l'ambiance, mais on verra. Résumé, si quelqu'un peut comprendre ce que... Oui, elle est très fainéante, Ivy. Hein, ce que reposer en paix veut dire, c'est bien Ivy. Enfin, se reposer en paix en tout cas. Tout juste remis sur pied après son affrontement macabre avec un nécromancien, donc ça c'est dans le 2, Ivy est de nouveau plongée dans un monde de mystères, d'aventures et de désastres imminents. C'est pas de sa faute, apparemment elle est désormais la seule personne au monde à pouvoir communiquer avec les morts. Et malheureusement pour elle, ils ont la langue bien pendue et une grosse liste de réclamations. Quand en échange de son aide, les fantômes lui apprennent qu'un tueur en série assassine discrètement des sorcières,
Ivy ne peut pas rester sans rien faire. Elle risque cependant de s'attirer plus d'ennuis qu'elle ne l'imagine, et c'est sans parler du dîner en costard prévu chez les parents de Winter. Voilà. Un petit peu de fantôme, ouais, ça peut être sympa, surtout, je sais que c'est léger, en fait. Voilà, c'est pas un truc, c'est pas du tout de l'horreur, parce que c'est pas du tout mon truc, sachez-le, c'est du light, du très light, et ça me convient, donc j'ai hâte de continuer les aventures d'Ivy Wild. Je parle beaucoup, hein, oui, je sais. On repart dans la piraterie avec des artefacts à trouver, et c'est une Instagrammeuse qui a sorti ce livre-là, mais je ne sais plus son compte de tête comme ça. Elle a sorti La carte des confins, et c'est de Marie, ça c'est son vrai nom. Peut-être qu'on va trouver son Insta derrière, non pas particulièrement, de Marie Repelin, désolée, aux éditions PKJ. Déjà la couverture, est-ce qu'on en parle? Ici on est aussi dans un gros bouquin, mais regardez comment c'est écrit, aéré, hein, on est d'accord. Et on est dans un gros bouquin, mais encore une fois qui dépasse pas les 500 pages. On est dans du 450 pages, voilà. Je ne sais pas, je pense que c'est un premier tome. Je pense. Alors, et si le plus terrible des pirates était une femme? Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Première phrase, je suis foutue. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner le seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Action, humour et sacrifice. Voilà, j'ai trop hâte. Oh là là, si, des fois je me dis, mais si je pouvais avoir plus de temps pour lire, parce que je prends le temps de lire. Ça, c'est un truc que si vous aimez lire, il faut prendre le temps, parce qu'on ne va pas vous le donner. Donc voilà, dès que vous avez un moment, casez-vous du temps pour lire. Je vous donnerai bien mes petites astuces, si vous en avez envie, dites-le moi, je peux faire une vidéo un petit peu spéciale. Par exemple, d'office, moi j'ai mon livre dans mon sac si je sais que je vais aller à un rendez-vous médical, parce qu'il faut attendre, la plupart du temps, hein, et donc c'est ça de gagner, quoi. Je m'enfile des chapitres pendant ce temps-là. Au lieu d'être sur mon GSM, ben non, moi je suis dans mon livre. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Après, des rendez-vous médicaux, j'en ai pas 20 millions. Donc voilà. Après, ben je décide aussi de me prendre du temps. Ok, cette soirée, cet après-midi, j'ai du temps. Je prends le temps de lire, il y a un peu de soleil dehors, j'ai du temps, au niveau du travail c'est ok, donc je prends le temps pour lire. Il faut prendre ce temps-là, parce que sinon ben, c'est clair que on n'a pas vraiment le temps de lire, parce qu'on a toujours nos journées remplies, on se dit ben oui mais j'ai pas de temps. Mais si, il faut le prendre. Ou alors vous donnez même des objectifs. Par exemple, moi je vais de 50 pages en 50 pages ou de 100 pages en 100 pages. Je me dis aujourd'hui, tu lis jusqu'à 350. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais en fait, ça me met pas spécialement en compétition, parce que la lecture doit rester un plaisir, mais ça me motive un peu plus. Voilà, un tout petit peu plus, une petit truc quoi. Et donc des fois je regarde le chiffre en bas, je dis ah 347, je suis presque à 350. Et puis après à 350, je me dis allez, jusque 100. Et donc ça c'est un peu ma manière de fonctionner, et voilà. Mais chacun fait comme il ressent évidemment. Si vous vous dites 2 chapitres par jour, si j'y arrive, c'est déjà bien. C'est cool. Ensuite, j'ai trouvé ce livre sur Momox.fr, et j'avais entendu parler de ce livre sur la chaîne Les Chroniques de l'Imaginaire, et c'est Fedailins, Les Rives du Monde. C'est un premier tome, c'est de Nadia Costet, aux éditions Grund Roman. Voilà.
Et ici, on parle de quoi? Alors, c'est écrit très aéré, très très grand. Il est venu, mais enfin, après, je prends toujours les livres en très très bon état. Moi, je lésine pas, je regarde pas. Ça, je préfère avoir un en très bon état. Alors, c'est aux éditions Grune Roman, je vous l'ai dit. Et on est à 416 pages. Voilà, 416 pages et je vais vous lire un petit peu le résumé. Alors, comme tous les Fedailins, petit être ailé vivant au bord d'une mare qui constitue leur monde, Caïl éclot sur un nénuphar. Je trouve ça super poétique et j'aime bien ce monde de petits peuples, de se retrouver parmi des petites fées et de voir leur monde à leur façon. Comme tous les Fedailins, il doit braver la noyade et de dangereux poissons avant d'atteindre le rivage. Comme tous les survivants de cette première épreuve, Caïl se présente devant les pères fondateurs, avide de connaître la caste choisie pour lui et l'avenir tout tracé qui l'attend. Mais Caïl est différent. Il lui manque la marque qui le lierait à son destin. Son existence même fait trembler les bases de sa société, et cela, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Voilà, ça a l'air sympa et complètement différent de ce qu'il y a dans ma pile à lire. Mais clairement, je trouve qu'ils sont tous différents, les livres, hein. Dites-moi, mais généralement, je suis assez éclectique dans mes lectures, donc voilà. Ensuite, on va partir sur The Magpie Society, c'est en français, je vous rassure, de Zoé Suc et de Amy McCulloch, donc écrit à 4 mains, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Ici, on est sur un livre de 375 pages. C'est écrit genre hyper grand. C'est un young adulte, donc voilà, sachez-le, c'est pas un livre adulte. Et qu'est-ce que ça nous veut, ce livre? Eh bien, c'est parti. La vie à Illumen Hall, le prestigieux pensionnat anglais, a toujours été rythmée par le travail et les traditions. Mais depuis qu'on a retrouvé le corps sans vie de Lola avec une pie tatouée dans le dos, le vernis se craquelle. Audrey, fraîchement arrivée des États-Unis pour tourner une page et bâtir son avenir, aurait préféré tout ignorer de cette histoire. Ivy, elle, Ivy, c'est une autre fille, j'ai bugué, désolée. Ivy, elle, voudrait juste faire le deuil de son amie Lola et se concentrer sur ses cours. Pourtant, quand un mystérieux podcast diffusé sur le campus promet de faire la lumière sur la mort de Lola, Audrey et Ivy vont devoir se confronter au drame et enquêter ensemble, malgré leurs différences, sur le Cercle des Pilles, une société secrète dont on susurre qu'elle œuvrerait à Illumen Hall depuis des décennies. Ça, voilà, un pensionnat anglais avec un mystère, avec une société secrète, moi ça m'appelle. Et surtout si c'est du young adulte, voilà, c'est généralement pas trop hardcore, donc voilà. C'est écrit très grand, je vous ai dit, ça ne dépasse pas 400 pages. Donc voilà. Et le dernier livre, oui, on arrive à la fin. À la fin. Et là, on est encore sur du développement personnel avec... On va partir sur la sagesse amérindienne, après la sagesse toltèque. J'avais tellement envie de ce livre depuis longtemps. Il s'agit de Au cœur de la sagesse amérindienne, l'esprit d'harmonie des Amérindiens à travers les cycles lunaires de Jamie Sams. Alors, je reviens tout de suite. Vous allez juste être un petit peu bougé parce que je n'ai quasiment plus de batterie. Et si vous voulez continuer à savoir de quoi parle ce dernier livre, je n'ai pas le choix que de mettre la batterie de mon PC en marche. Voilà. Voilà qui est fait. Donc je vais venir vers vous. Après je vais enregistrer un point lecture donc que je vais venir vous présenter également. Alors, ouf, je suis un peu trop près et j'ai gardé évidemment mon décor d'été parce que chez nous l'été arrive seulement en Belgique. Donc voilà. Donc on reprend avec de la batterie donc Au cœur de la sagesse amérindienne de Jamie Sams. J'ai dans mes livres les 13 mères originelles. Je vais y arriver. Voilà. Ah non, c'est derrière qu'il y a un petit truc. Bref, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ce livre, il consiste en quoi? En fait, ce sont des méditations, des poèmes et des histoires qui sont venues du cœur. En 364 offrandes quotidiennes données en fonction des cycles de la lune, Jamie Sams nous propose des aperçus poétiques et saisissants
qui nous éveillent aux voies de la connaissance des Amérindiens. Ces petits textes nous initient chaque jour à la spiritualité de la terre, au lien avec nos communautés et à notre propre chemin d'âme. Basés sur les croyances et légendes amérindiennes, ils touchent au cœur et font leur chemin dans notre journée par leur honnêteté, leur beauté et leur authenticité. Donc voilà, c'est vous pouvez, moi je pense que je vais commencer, vous pouvez commencer comme vous voulez. Je vais vous expliquer comment ça se compose en fait. Donc il y a une introduction et ensuite on passe en fait aux phases de la lune. Donc en fait il y a une méditation, un petit poème, un petit texte pour chaque jour pour nous un peu réfléchir. Voilà, avoir de la réflexion, on peut écrire dessus, on peut prendre un journal et noter. Et donc la première lune commence donc en janvier, parce que nous avons la première lune en janvier, d'accord? Donc la première lune, et puis ben, du coup vous avez, pour cette première lune, c'est en fait cette première lune, c'est ces premiers mois, voilà. Je vais essayer de m'exprimer comme il le dit, mais la première lune, c'est un mois. Et ici, ça compte 28 jours. Alors, il faut savoir que c'est la sagesse amérindienne, donc il explique pourquoi. Et donc, je vous laisse découvrir pourquoi. Et à chaque fois, on a à peu près, c'est un cycle de 28 jours, en fait. Et on a la deuxième lune, la troisième lune. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ah, je l'avais. Ensuite, on a la deuxième lune. La lune du loup, peut-être bien. Puis on a la troisième lune. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a 27 ou 28 jours, ça dépend le cycle de la lune. Et vous avez du coup chaque jour un petit texte à lire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais si je l'ai pris, c'est parce que j'en ai envie. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a tous les mois. Alors, il y a 13 lunes, si je ne... Oui, il y a 13 lunes. Et donc, ici, nous sommes dans la 9e lune, je pense, ou dans la 10e, parce que je ne sais pas. Je crois qu'on a déjà eu... Il faut calculer un petit peu, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez lire comme si c'était la première lune pour le mois de janvier, la deuxième pour le mois de février, la troisième pour le mois de mars, etc. C'est pas un souci. Hein. Vous pouvez même lire quand vous voulez, prendre au hasard un texte pour réfléchir dessus, pour faire un petit peu de journaling et d'écrire ce qui vous vient comme pensée, etc. Il n'y a pas de souci en fait. Ici, on va prendre l'exemple, on est au mois de septembre. Ben, je vais prendre, c'est la 9e lune. Et dans la 9e lune, nous sommes, regardez la 9e lune, il y a un petit dessin avec un écureuil, j'adore ce livre, hein. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. Nous sommes le 7 septembre, je vais aller regarder au 7 septembre, 7e jour, et le thème, c'est répondre aux besoins. Le 8e jour, vous voyez le cristal des éclairs. Et par exemple, répondre aux besoins, voilà. Voici quelques-unes des règles de savoir-vivre en usage chez les peuples des Indiens d'Amérique dans les temps anciens. Ne jamais regarder à l'intérieur de la hutte d'une autre personne lorsqu'on passe à proximité, dans le respect de l'intimité de la famille. Ne jamais toucher aux biens d'une autre personne sans sa permission, même les biens d'un enfant. Ne jamais laisser les enfants, les aînés, les malades ou infirmes sans nourriture ni boisson, ni soins. Ne jamais reprendre la fidélité donnée à un autre, surtout dans les moments où il en a besoin. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, vous avez de quoi réfléchir. Et puis il est marqué donc à la fin de l'énonciation de ces règles, l'ensemble de ces règles simples constituent des réponses appropriées aux besoins des autres pour être respectueux, généreux, doux, honnête et désireux de s'engager dans l'action dans les moments difficiles. Ensuite, par exemple, demain, le 8e jour, le cristal des éclairs, on a un texte. Alors, le jeune homme marchait dans le désert avec son père, à la recherche des traces de ce qui pourrait donner de quoi nourrir leur famille. Je suis un peu de travers, désolée. Le jeune guerrier s'arrêta, ramassa quelque chose et le tendit vers le soleil. Lorsque son père se retourna pour le regarder, il vit que son visage avait pris une expression étonnée. En silence, le jeune homme marcha vers son père et lui présentant l'objet, l'interrogea d'un léger haussement d'épaules sans rien dire. Le père eut un grand sourire et entraîna son fils à l'ombre d'un mesquitet tout proche. Pour éviter d'effrayer l'éventuel gibier aux alentours,
Le jeune guerrier avait veillé à ne pas parler. En chuchotant discrètement, son père lui expliqua. Ceci est la marque des bâtons de feu. Lorsque le ciel père fait l'amour à la terre-mère, les éclairs de feu qui touchent les sables de son corps fabriquent ce vert rouge. Et etc., etc. C'est un symbole, etc. Oui, peut-être que vous avez envie de connaître la suite, mais n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Et donc, vous avez comme ça, voilà. Ici, on a, pour la 7e lune, le premier jour, c'est l'amour au-delà de la peur, et on a un genre de poème. Voilà, vous voyez, on a des poèmes ici. Trouver l'amour en soi. Mais c'est beau, hein? Sueño, grand mystère. Tu es le déploiement de tout. Enseigne-moi à avoir confiance. Dans mon cœur, mes sentiments, ma connaissance intérieure, les sensations de mon corps, les bénédictions de mon esprit. C'est magnifique, quoi. Enfin, voilà. On parlait harmonieusement, la 6e lune. Ah voilà, franchement, si vous aimez ou si vous êtes comme moi, avoir des choses à lire chaque jour, à apprendre chaque jour, à écrire chaque jour, vous pourriez bien aimer celui-ci. Voilà, je termine enfin ce point, ce book haul de juillet et du mois d'août. Il était assez grand. On en a combien? 37 minutes, voire 40. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de l'inspiration pour des idées de lecture. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager avec moi vos idées de lecture, ce que vous avez aimé, ce que vous avez préféré dans ce book haul. Ça me fait toujours plaisir. C'est pour ça que je partage cette vidéo, ces vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je prends ma souris, j'en ai besoin. Oui, je suis à l'ancienne. Bisous lumière.